Je pense que les chiffres que je vais vous montrer permettent de compléter et d'enrichir le tableau que Jacques Cheminade nous a fait ce matin, démontrant comment la soi-disant survie, on est passé par le krach de 2008, hein, mais bon, ça dépend qui, quoi. Je veux dire, il y a le krach financier, donc on a sauvé la superstructure financière au détriment, et en créant les conditions de la guerre, au détriment de l'emploi, au détriment de votre niveau de vie, de l'avenir de nos enfants. Alors, pour rendre cela acceptable, bien sûr, il y a toujours une double méthode. Bon, je vais d'abord montrer les chiffres pour la France. Là, dans le premier tableau, donc vous avez pensé des courbes tendancielles, hein, qui montrent l'indication, le changement, donc vous voyez, entre 2008 et par la suite, l'explosion de la tendance au chômage est là absolument exponentielle. Alors pour la France, donc ici vous voyez donc le krach de 2001. Ensuite, je vais vous montrer ce qui s'est passé entre les deux, parce que c'est une fausse courbe de ce point de vue-là. Et ensuite, donc, le redépart de l'explosion du chômage entre 2008 et donc depuis 20 ans. Vous avez donc cette courbe assez parlante. On passe donc littéralement de, en gros, vraiment en très très gros, on passe de 3 millions à 6 millions de demandeurs d'emploi. Alors la méthode est toujours la même pour faire accepter ce genre de choses socialement. C'est faire tout cela graduellement, comme ça on ne s'en rend pas compte, il n'y a pas de choc, c'est graduel, et de l'autre côté, bien sûr, vous mentir sur les vrais chiffres. Alors pour tricher avec les chiffres, donc, le Bureau international du travail a inventé une très belle fraude, c'est-à-dire qu'au lieu de compter les demandeurs d'emploi, on compte ce qu'ils appellent, eux, les chômeurs. C'est qu'une personne qui travaille pendant 1 heure, pendant une semaine, ce n'est plus un chômeur, c'est quelqu'un qui est employé. Ce qui permet donc à la ministre, donc là il y a en début de la semaine, donc la France a annoncé le chiffre officiel de 9,2% de taux de chômage de la population active. La population active en France est de 30 millions, donc 10%, c'est 3 millions, donc on est en dessous des 3 millions de chômeurs en France. Évidemment, après, donc, il y a bien sûr les catégories, c'est-à-dire qu'on a fait des catégories A, B, C, D, E. Et donc les 3 millions, soi-disant, c'est la catégorie A. Alors que si vous rajoutez donc la catégorie A, B, C, vous arrivez déjà à 5 627 900. Et si vous ajoutez la D et la E, vous arrivez donc à 6 238 900 personnes qui sont au chômage à la fin du premier trimestre de 2018. C'est-à-dire plus de 20% de la population active. Si on est 30 millions, ça veut dire que 6 millions, c'est pas 10%, c'est 20%. Donc le chômage est réel en France, il est entre 20 et 25%. Et les gens ne le savent pas parce que voilà, on s'est arrangé pour qu'ils ne le sachent pas. Donc c'est à nous de le dire et de les choquer en ramenant les vrais chiffres. Alors, à cela donc s'ajoute que Madame Pénicaud donc, a annoncé qu'il faut faire des économies à l'UNEDIC. L'UNEDIC donc a une dette de 35 milliards d'euros et est au bord de la faillite. Que donc ce que dit les ministères, c'est que le ministère dit, attends, comment ils disent? Ils disent il faut tirer parti du retour de la croissance pour accélérer le désendettement de l'assurance chômage, de manière à éviter que les droits des demandeurs d'emploi soient réduits en cas de coup dur pour notre économie. Donc on demande une baisse de 1,1 à 1,3 milliard d'euros par an dans les allocations chômage. D'accord ? Notamment en réduisant ce qu'on a décrit là pour le modèle de la flex insécurité, c'est-à-dire de réduire la durée des allocations.
Alors, pourquoi il y a une dette de 35 milliards à l'UNEDIC? L'UNEDIC, en fait, est une association selon la loi 1901. D'accord. Depuis 2003, en fait, on a gelé le taux de cotisation, qui est à 6,45. Donc, quand vous avez vu dans les courbes précédentes le niveau du chômage en 2003, il n'avait rien à voir avec le niveau de chômage d'aujourd'hui. Donc, les dépenses ont explosé et les ressources ont été, sont limitées et même en régression, puisqu'il y a moins de gens qui travaillent, donc il y a moins de gens qui cotisent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait comme solution? C'est que, en fait, l'UNEDIC émet des obligations, des titres sur les marchés financiers, qui s'appellent des Euro Medium Term Notes, des EMTN. C'est des prêts extrêmement flexibles qu'on peut revendre absolument partout. Et donc, BNP Paribas, la Société Générale, Barclays Bank, la HSBC, le Crédit Suisse, JP Morgan, et tous ces braves gens, bah, ils achètent des titres émis par l'UNEDIC. D'accord. Et l'UNEDIC paye 400 millions d'euros d'intérêts. Alors c'est assez drôle parce que Laurence Parisot, donc du MEDEF, qui maintenant vient de rejoindre Citigroup, donc la banque de Madame Laurence Parisot aujourd'hui achète, évidemment bien sûr pour aider les chômeurs à avoir leurs allocations. Donc Citigroup prête à l'UNEDIC, évidemment contre une modeste rémunération, sans doute. Donc les chômeurs que Mme Parisot a créé, ben aujourd'hui, elle va leur prêter un peu d'argent pour tenir. Donc, si on parle de l'invasion de la sphère financière dans les affaires publiques, vous avez évidemment un exemple énorme dans cela. Alors, ce que j'ai pris cette courbe, ce qui se rajoute à cette folie, c'est en fait entre les courbes du début et les courbes de la fin, vous voyez que le gouffre s'élargit. Et en fait, la différence, c'est le déguisement donc, du chômage en chômage partiel. C'est-à-dire ce qu'on appelle ailleurs dans le monde les working poor, les travailleurs pauvres. C'est-à-dire que non seulement on a les chômeurs, mais en plus, on a énormément de gens qui travaillent et qui s'en sortent absolument pas en travaillant un, deux ou plusieurs emplois. Alors ça c'est un livre qui a été publié donc en 2006, écrit par Jacques Cotta, qui s'appelle 7 millions de travailleurs pauvres. Et donc ça c'est avant la crise de 2008. Hein. Donc c'est même pas... Aujourd'hui c'est 10 fois pire. Donc vous avez plus de 7 millions de salariés perçoivent un salaire inférieur à 722 € par mois, se trouvent dans l'incapacité de se nourrir, de se loger ou de s'habiller décemment. Plus de 12 millions moins de 843 € de revenus mensuels. Plus de 3 SDF sur 10 ont un boulot à temps complet, partiel ou précaire, gagnant souvent pas assez d'argent pour pouvoir se loger. Tout en travaillant, c'est-à-dire un SDF sur 3, en fait, travaille. Donc nous sommes... en 10 ans, donc entre 1996 et 2006, l'intérim a remonté de 130%, le nombre de CDD de 60%, et seulement 2% de CDI. Donc vous avez les working poor, travailleurs pauvres, les gens travaillent, ils sont précarisés, ils n'ont absolument pas les moyens de faire face. Le résultat, c'est le bilan d'aujourd'hui, constaté par le Secours populaire au mois de septembre. 39% des Français disent d'avoir déjà connu une situation de pauvreté, 27% s'offrent difficilement des fruits et légumes, 22% ont des difficultés pour manger du poisson une fois par semaine, 17% hésitent à acheter de la viande, 19% peinent à régler la cantine de leurs enfants, 20%, c'est-à-dire près d'un Français sur 5, renoncent à se soigner, faute d'argent. Ça, c'est donc l'état des lieux de notre force de travail. À la pauvreté des gens s'ajoute la misère des infrastructures. L'effondrement du pont de Gênes nous a rappelé brutalement que nous ne vivons pas dans une bande dessinée ou dans un jeu vidéo où il suffit de cliquer sur un bouton pour pouvoir renaître à volonté. En France, le rapport de l'Inspection générale des finances constate que 23% des routes communales et départementales se trouvent dans un état mauvais ou très mauvais. Sur les 12 000 ponts,
840 pourraient donc couper du trafic. Ces 7% sont des points que l'on connaît, qui sont vus régulièrement et que l'on a évalués. Mais tous les autres, on ne les surveille pas. La France a un réseau routier de plus d'1 million de kilomètres. En fait, on a 200 000 ponts. Et pour l'instant, on surveille 12 000 ponts. Donc, pourquoi? Parce qu'au moment de la décentralisation, l'État s'est délesté de l'entretien des routes et des ponts. À l'heure actuelle, l'État n'est responsable que de 21 000 km de routes, dont 9 000 km sont des autoroutes concédées. Et 12 000 km, c'est le réseau national non concédé, c'est-à-dire 1,2% du total du réseau routier. L'État gère, en réalité, s'occupe de 1,2% de l'ensemble de l'État routier en France. Et donc, il ne s'occupe pas des ponts, ce n'est pas son problème. Et les départements et les collectivités locales, bien sûr, on a supprimé la taxe professionnelle, on va arrêter la taxe d'habitation, il y a la baisse des dotations et il y a une augmentation des charges contraintes, c'est-à-dire le RSA qui est payé par les départements. Donc, des Brétigny, il y en aura d'autres, et en grand nombre, si on ne change pas de cap. Ce que note le même rapport, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de suivi des viaducs et des ponts sur les routes des collectivités territoriales. Normalement, on devrait avoir un carnet de santé pour chaque grande infrastructure permettant de suivre les choses. On ne le fait pas. Pour les remettre en état, les experts estiment qu'il faut au moins consacrer 50 milliards d'euros et qu'il y a 13 000 ponts à réparer d'urgence. Donc quand les gens vous disent 100 milliards d'euros, mais vraiment c'est un pognon de dingue, ça c'est simplement les techniciens qui disent voilà messieurs, on a 13 000 ponts en France qu'il faut réparer d'urgence et ça va coûter 50 milliards. Donc pour trouver du travail, il suffit de ne pas traverser le pont. Bon. Ce qui ressort de tout ça, c'est qu'on ne peut pas faire faire des petites touches par-ci ou par-là. Et c'est ce que la grande leçon de Roosevelt et du New Deal de 1933. C'est-à-dire qu'on a urgence sociale, urgence de réforme bancaire, urgence de création d'emplois, urgence de créer de la croissance par les nouvelles technologies, des technologies de rupture. Tout cela doit être fait comme un tout. Si on ne fait que un volet de tout ça, ne suffit absolument pas, ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas remettre les gens au travail, des gens qui sont clochardisés. Donc, c'est un tout qu'il faut faire. Donc, nous proposons de créer, créer 1 million d'emplois par an en dépensant les 100 milliards. C'est 1 million d'emplois directs chaque année en fonction de la qualification croissante. Ces emplois vont générer d'autres emplois. Quelqu'un qui travaille à la Poste, en fait, fait travailler 2 ou 3 personnes. Quelqu'un qui travaille à l'Agence spatiale européenne fait travailler 20 à 40 personnes. Parce que le type de travail qu'il fait, l'effet, l'impact, tout ce qu'il faut pour faire son travail, va mobiliser tout un autre un écosystème, comme ils disent, autour. Ça ne veut pas dire non plus que pendant des années, on va faire des contrats aidés et maintenir les personnes dans l'assistanat permanent. Nous sommes convaincus que la perspective retrouvée d'un travail créateur et gratifiant, sur le plan financier autant qu'humain, créera une révolution culturelle et un optimisme qui redonnera espoir à toute la société. Donc il y a 5 réalités qui vont nous aider, qui nous donnent des pistes pour créer ces emplois. Les 2 premiers, c'est des pistes au niveau de la démographie. Tout d'abord, je vais montrer dans le schéma suivant. Vous voyez, c'est un article dans la Tribune en 2015. Papy boom, la courbe du chômeur va-t-elle s'inverser grâce aux retraités? Ça peut paraître bizarre, mais si vous voyez la courbe, les statistiques à côté, là, vous voyez qu'entre 1950 et 1970, vous avez eu énormément de naissances, oui, 850 000. Toutes ces personnes aujourd'hui donc vont atteindre l'âge de 60 ans entre
entre 2010 et 2030, donc pendant 20 ans. Chaque année, donc, il y a un rapport de la DARES et de France Stratégie de 2014, je crois, qui montre que, en fait, entre 2012 et 2022, rien que pour remplacer ceux qui partent à la retraite, il faut 620 000 personnes par an, rien que pour remplacer les gens qui partent à la retraite. Donc si on n'avait pas eu Macron, on aurait eu 620 000 emplois par an. alors que là, on a moins. Donc, ça, c'est le premier... mais ça implique de la formation, parce que vous avez tous les ingénieurs et les gens très compétents et très qualifiés qui ont pendant les 30 Glorieuses, qui construit le parc nucléaire, qui ont fait... disons, c'est un défi réel de formation. Ensuite, bien sûr, ces personnes... Donc aujourd'hui, vous avez 15 millions de personnes en France qui ont plus de 60 ans. En 2030, ce sera 20 millions de personnes qui vont atteindre un âge où, petit à petit, ils auront besoin d'être des soins. Donc il y a un énorme gisement d'emplois au niveau de l'aide maternelle, au niveau du grand âge. Troisième facteur qui va nous aider, c'est donc, dont j'ai parlé, la mise à niveau de nos infrastructures, à moins qu'on veut fermer tous les ponts et voilà, on apprend la natation. Et ensuite, vous avez quelque chose dont on a fait beaucoup de panique, des messages catastrophistes sur l'arrivée de la robotique et l'intelligence artificielle. Alors, les dernières études qui viennent de sortir là ce mois-ci montrent qu'en réalité, la robotique, elle détruit des emplois, c'est certain, mais en fait, elle en crée beaucoup plus qu'elle en détruit. Ça, c'est maintenant de plus en plus prouvé. Par exemple, le Forum économique mondial évalue à 75 millions le nombre d'emplois qui seront perdus dans le monde, pour les humains au profit des machines d'ici à 2025. Mais en parallèle, l'étude indique que cette évolution va entraîner la création de 133 millions d'emplois, soit 58 millions d'emplois de plus. Ce que disent l'étude, les nouveaux rôles auront une forte composante technologique ou mettront l'accent sur les relations humaines. Les analystes de données, les conseillers clients, les développeurs informatiques, ou encore les métiers de la culture seront les grands gagnants de cette quatrième révolution industrielle. Après, il y a l'étude de McKinsey de 2017, estime qu'il y a entre 400 et 800 millions de personnes qui pourraient devoir chercher un autre travail. Parmi eux, 75 à 375 millions de personnes devraient changer de catégorie professionnelle et apprendre de nouvelles compétences. L'étude se veut rassurante et prend pour exemple l'exode rural. L'automatisation ne se soldera pas nécessairement par des humains relégués à l'obsolescence de la demande de travail, par un pic fulgurant du chômage. Elle s'accompagnerait plutôt d'une hausse de la demande de travail dans les métiers de l'ingénierie, de la science, de la technologie et de l'analyse. Et les humains seront amenés à assumer d'autres activités aux côtés des machines, sans forcément quitter leur emploi, mais avec davantage de valeur ajoutée. Des métiers encore inconnus aujourd'hui et liés à l'automatisation verront également le jour. Par exemple, si on décide demain qu'on veut réellement traiter nos ponts, il faut faire un audit de tous les ponts de France, faire leur carnet de santé. Si on voit des craquelures, des fissures, on va mettre des sensors. Pour faire l'audit des ponts, on va utiliser des drones, que maintenant dans le bâtiment, on se sert de ça. Donc voilà, le métier de demain, vous allez devenir formateur d'opérateurs de drones pour le BTP. Ça, c'est un des nouveaux métiers qui est immédiatement là et qui a son utilité absolue. Donc, comme je viens de le dire, voilà, le quatrième gisement sera la formation pour accompagner, et comme Jacques Cheminade l'a développé ce matin, il est hors question de laisser cette révolution de l'intelligence artificielle et de la robotique uniquement aux financiers, mais ça implique évidemment des efforts de formation absolument gigantesques, de former
de très nombreuses personnes à ces nouveaux métiers. Les points forts, donc, quand vous lisez dans le programme, vous avez tous les détails de nos propositions au niveau donc, emploi. Donc ça, c'est un peu le résumé. On commence par des emplois très utiles, mais relativement peu qualifiés. Par exemple, il faut 200 000 postes d'aide maternelle par an. Il faut 100 000 postes d'assistance à la personne, c'est-à-dire les aides à domicile. C'est beaucoup, mais c'est une urgence sociale importante. Et ça permet donc d'embaucher tout de suite des gens avec des qualifications relativement faibles. Ensuite, on a des emplois à qualification intermédiaire, mais qui créent du travail. Bon, là, il y a la santé. Bon, Agnès va en parler. Il y a le logement qui n'est toujours pas démarré. C'est-à-dire, contrairement aux annonces du début du mandat Macron, en fait, aujourd'hui, le bâtiment est en pleine crise, de nouveau. Et ensuite, il y a des grands travaux. Donc, il y a le fluvial, le ferroviaire, il y a les routes, il y a l'énergie, il y aura le grand carénage à faire de notre parc électronucléaire, il y a le transport, le numérique. Et enfin, donc, il y a tous les secteurs de pointe où la France, qui est un pays d'innovation et d'inventeurs, peut évidemment donner son excellence, c'est-à-dire la fusion nucléaire, la recherche, la médecine nucléaire, etc., etc. Donc vous trouverez la liste dans le livre que vous avez ou vous allez vous procurer. Alors pour conclure, les gens diront oui, mais tout ça c'est bien joli, mais qui va payer? Alors généralement, quand on parle d'argent, quand il y a un truc qui ne marche pas, on dit voilà, il manque de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux solutions, c'est ce qu'on dit à tout le monde. Il y a taxer. Voilà, il y a pas assez d'argent pour l'infrastructure, on va faire l'écotaxe. Il y avait l'épidémie du sida qui apparaissait. Chirac a dit, voilà, on va mettre une taxe sur les billets d'avion, voilà, pour arrêter le sida en Afrique. Donc on taxe. Ou sinon, on dit, l'État est obligé d'aller aux banques chaque année pour trouver des emprunts bancaires, pour financer son déficit, pour continuer à avoir les moyens de fonctionner. Ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que deux moyens. Il n'y a pas que les impôts, les taxes et l'emprunt. Il y a quelque chose donc, que nous défendons, qui est le crédit d'État, crédit productif public. Pour cela, il faut une banque nationale souveraine. Il faut avoir un budget d'équipement et un budget de fonctionnement. Et il faut que ce crédit public serve uniquement à financer le budget d'équipement. On va émettre, c'est du crédit qui est émis, comme on dit en latin, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien par l'État, ou ce qui est connu, ce qui est attaqué par les banquiers, comme c'est la planche à billets. Vous êtes dans votre cave et vous faites tourner l'imprimerie, vous imprimez des billets. En fait, vous êtes un faux monnayeur, puisque vous imprimez de l'argent. Alors, la première question que ça pose, c'est évidemment la question du pouvoir souverain. J'ai remis ici la fameuse phrase de Georges Boris, qui a été le conseiller de Pierre Mendès France, ensuite de De Gaulle à Londres, qui disait « C'est en dirigeant la monnaie, et non en se laissant diriger par elle, qu'un remède peut être apporté aux grands maux dont nous souffrons. » Alors, comment ça fonctionnait donc, à l'époque, donc, dans l'après-guerre en France? C'est que, évidemment, si on dépense ou on investit l'argent de l'État, il faut un plan. On ne peut pas juste dépenser comme ça. Donc vous avez le commissariat général au plan qui faisait l'inventaire des besoins, qui fixait les missions. Ensuite, il y avait une commission d'investissement. En fait, Pierre Mendès France voulait que ce soit une direction générale du crédit sous contrôle des élus et du peuple et discuter pendant les élections, qui pouvait donc valider le plan. Ensuite, le directeur du Trésor ouvrait un compte spécial où il y avait une mission, une équipe, un compte. Et ensuite, la Banque de France donc avançait de la trésorerie donc au Trésor, permettant au Trésor de payer aux bénéficiaires. Puisqu'on me demande de conclure.
Alors, ici, j'ai des exemples, donc, par exemple, entre 48 et 52, donc vous voyez tous les grands projets, le charbonnage de France, EDF, Gaz de France, la SNCF, Air France, les aéroports, tout ce qui était financé donc, par du crédit d'État, par le crédit public en France. Alors, si on voit aujourd'hui, bon, donc ça pouvait même aller jusqu'à des canaux. Par exemple, dans le cadre de la modernisation de l'agriculture, on a financé le canal de Provence sur des fonds propres donc, de l'État. Alors, par exemple, on pourrait dire, j'ai essayé de penser ce que ça voudrait dire aujourd'hui. Par exemple, notre nouveau commissariat au plan pourrait dire, pour faire entrer le transport, la santé dans l'ère du numérique, il nous faut la 5G pour tout et sur l'ensemble du territoire. On pourrait après dire, voilà, dans le cadre du plan, on veut créer un service public du numérique. On peut ouvrir un compte spécial au Trésor et la Banque de France peut assurer derrière. On peut dire, il est absurde aujourd'hui que, faute de robots, la France exporte des troncs entiers d'arbres vers la Chine pour ensuite y racheter des planches. On pourrait dire, on fait dans le cadre du plan, un plan de modernisation de la robotique pour la filière du bois, avec un compte au Trésor et une avance du Trésor. Donc, si vous voulez mieux comprendre tout ça, il faut absolument lire La République moderne de Pierre Mendès France, que lui était fâché en fait parce qu'on lui a pas donné le commissariat général au plan, on l'a donné à Jean Monnet. Et donc lui, il décrit donc en 62 toute la philosophie du plan et du crédit public. Mais ça montre que ça, c'est pas de la science-fiction. Ils ne sont pas en train de proposer des choses lunaires. C'est quelque chose qui a réellement existé. Vous pouvez aller toucher et c'est à nous de le refaire. Donc là, on a... Merci. Merci, Karel.